comment le Maroc, à l'époque de l'indépendance, s'est fait en quelque sorte retirer une partie des territoires qui étaient historiquement les siens. Comment tout cela a été instrumentalisé par l'Algérie voisine qui cherche une façade maritime sur l'Atlantique. Et avec une communauté internationale pour le moins incertaine dans cette affaire. Oui, l'autre axe qui reliait le monde de l'Ouest africain à la Méditerranée. Ces axes étaient excentrés. Pourquoi? Parce qu'à l'est comme à l'ouest, nous avons deux zones géographiques tout à fait favorables. Le Nil, axe naturel de déplacement, et à l'ouest, le long du littoral atlantique, le long du littoral du Sahara occidental, nous avons une zone qui fait 40 à 50 km de large, qui n'est pas le désert, du nord au sud. C'est une zone avec des petites dépressions, un minimum d'humidité. Tout ceci fait qu'il y a un minimum de végétation, faisant que traditionnellement les hommes sont passés par là. Très différente était la situation dans le centre du Sahara, où les axes caravaniers étaient des axes qui passaient à travers un désert très dur. Le Tassili, les monts du Hogar, le Tansdruft et éventuellement tout le désert du Messac libyen. Et j'ai été frappé de voir que depuis toujours, les tribus berbères sahariennes, déjà il y a 4000 ans, il y a 5000 ans, étaient en relation directe avec les tribus berbères qui vivent dans le nord de l'Afrique, et plus précisément de la Moulouya jusqu'à l'Atlantique. Ce sont les mêmes tribus, transhumances, apparentement, etc. Et l'historien que je suis a vu que dans la longue durée historique du Maroc, dans les 1200 ans d'histoire du Maroc, le Maroc, chaque fois qu'il était fort, était le pont entre le Niger, la vallée du Sénégal et la Méditerranée. Prolongement même jusqu'en Espagne, sujet que vous connaissez bien, Philippe Conrad, puisque jusqu'à la fin de la Reconquista, le Maroc s'étendait jusqu'au nord du détroit de Gibraltar. Et le Maroc contrôlait un axe qui partait du fleuve Sénégal et qui allait jusqu'en Andalousie. Et quand les partages coloniaux se sont faits, à la fin du XIXe siècle, pour son plus grand malheur, le Maroc était dans une phase de décadence depuis un siècle. Et le Maroc a été amputé. Il a été amputé à l'est, au profit de l'Algérie, création coloniale française, et il a été amputé au sud, au profit de l'Espagne et de la France. Et lorsque la décolonisation s'est faite, à partir de 1956, le Maroc s'est trouvé face à une volonté de récupération de terres marocaines, notamment Tindouf, notamment Colombéchar, notamment le Touat, notamment le Gourara, notamment le Tidikelt, toutes ces régions qui sont algériennes aujourd'hui et qui, il y a un siècle, étaient marocaines, qui étaient gouvernées par les caïds marocains. Nous avons dans les archives du Royaume du Maroc, aux archives nationales à Rabat, des caisses entières de daïrs du sultan, des sultans. L'administration marocaine s'exerçait dans ces régions, non pas d'une manière française ou prussienne, à la marocaine, mais elle s'exerçait. Et le Maroc a fait la part du feu. Il a accepté de ne pas rouvrir le contentieux avec l'Algérie, en dépit de la guerre de 1963, ne pas rouvrir le contentieux avec l'Algérie, en dépit de la guerre de 1963, et il pensait qu'en échange de cela, l'Algérie allait le soutenir dans sa politique de récupération du Sahara occidental, c'est-à-dire du Sahara espagnol. Et il n'en fut rien. L'Algérie fit comme si elle était d'accord avec les revendications, marocaines, mais dès que l'Algérie put agir, eh bien, elle organisa un mouvement de sédition qui était bien entendu destiné à créer une fiction d'État indépendant, d'État sahraoui indépendant, à travers le Front Polisario. Et cela pourquoi? Cela pour une raison très simple, qui est que si vous prenez une carte, vous constatez que l'Algérie a une toute petite façade sur la Méditerranée et a un énorme ventre dans le Sahara. Ventre totalement artificiel, puisque le Sahara n'a jamais été algérien, puisque l'Algérie n'a jamais existé par le passé. Et le Maroc, lui, est un pays qui, avec le Sahara occidental, dispose d'une immense façade atlantique, vie de relations tournée vers l'ouest. Le Maroc n'a pas de richesse minière, mais a une immense façade atlantique. L'Algérie a d'immenses richesses
en pétrole et en gaz, mais elle est coincée dans la Méditerranée. Le détroit de Gibraltar peut être fermé demain, l'Algérie sera totalement enclavée, alors que le Maroc a cette immensité d'ouverture vers l'Atlantique. Et l'Algérie ne peut pas le supporter. Dans le rapport géopolitique nord-africain, il est bien évident que la riche Algérie n'est qu'un pays enclavé par rapport au Maroc, bien moins doté au point de vue minier, mais qui a cette immense façade d'ouverture sur l'Atlantique. Et deuxième raison, existe en Algérie, dans une zone qui est historiquement marocaine, mais qui a été rattachée à l'Algérie par la France, existent les gisements des mines de Garage et Villette, et ces mines, exploitées en étant ouvertes vers la Méditerranée, avec 1700 km de voies ferrées, ne sont pas rentables. Alors que l'Algérie, avec une ouverture sur l'Atlantique, n'aurait que 300 km à faire pour toucher les ports d'Ifni ou l'Ayoun. Et le gouvernement marocain a proposé à l'Algérie un accord. En disant à l'Algérie, voilà, nous vous proposons un port franc, une voie ferrée, un point de sortie pour les mines de Garage et Villette. Et l'Algérie a refusé. Parce qu'il y a un autre argument, et c'est un argument dont il est difficile de parler quand on ne connaît pas l'âme profonde de ces deux peuples. Lorsqu'on ne connaît pas l'âme profonde du peuple algérien, lorsqu'on ne connaît pas l'âme profonde du peuple marocain, les Algériens font un complexe d'infériorité par rapport aux Marocains. Ils font un complexe d'infériorité car ils ne sont en fait que des parvenus de l'histoire. Je ne le dis sans aucune agressivité, je le dis en toute amitié. Ce sont des parvenus de l'histoire. Ce pays n'a jamais existé. Au mieux, il fut une dépendance turque, une suite de bellicats. Et il était un monde d'anarchie. Il n'y a pas d'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, Ferhat Abbas l'avait dit. J'ai visité les cimetières et je n'ai pas trouvé d'histoire de l'Algérie. Eh bien, de l'autre côté de la Moulouya, existe un royaume qui a 12 siècles d'histoire. Lorsque Hugues Capet est élu roi de France en 987, la dynastie marocaine a déjà un siècle et demi d'histoire. Donc nous sommes en présence d'un très vieil État. Et les Marocains ont toujours joué maladroitement. Parce que ce sont des gens bien élevés, ce sont des gens polis, ce sont des gens qui, sûrs de leur bon droit, ont pensé qu'ils pouvaient discuter avec les Algériens comme on discute entre gens bien élevés. Or, ils ont eu en face d'eux des gens qui n'appliquaient pas les règles de la diplomatie traditionnelle et qui étaient restés peut-être dans cette politique des ouvertures barbaresques ou du rapt ou de la piraterie, mais non pas dans les usages qui étaient les usages classiques de la vieille diplomatie. Et les Marocains se sont trouvés du jour au lendemain pris par cette réalité algérienne et ils commencent à comprendre maintenant que l'on ne négocie pas avec l'Algérie comme on négocie avec l'Espagne ou avec la France, pays de vieille civilisation, de vieille tradition politique. Alors aujourd'hui, la situation est très claire. Les Marocains ont proposé une large autonomie au Sahara occidental, dans le cadre du Maroc. Et on s'achemine vers ce genre de solution. Alors que vont faire les Algériens? Eh bien, ou bien ils vont accepter, ou bien ils vont refuser. Et l'ONU, qui est en charge du dossier, commence à en avoir assez. Et je l'ai bien senti lors de cette réunion à New York, où il y avait tous les responsables de l'ONU. Et pour la communauté internationale, il est temps qu'un accord soit enfin trouvé, d'autant plus que le Polisario n'existe plus. Les 2/3 des troupes du Polisario ont fait défection et sont partis au Maroc, ont rallié le Maroc. Donc il n'y a plus en fait que l'Algérie qui est en première ligne face au Maroc. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette question du Sahara.